Bonsoir à tous, Le Monde aujourd'hui, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal. On commence tout de suite par les titres. La patronne de la Chambre basse du Congrès américain, Nancy Pelosi, a quitté Taïwan ce mercredi. Une visite historique, mais aussi controversée, qui a poussé Pékin à déployer une série de sanctions commerciales contre Taipei. Inspection sans anicroche pour le Razoni, ce navire transportant la première cargaison de céréales exportée du port d'Odessa en Ukraine a été inspecté ce mercredi. Il poursuit désormais sa route vers le Liban, sa destination finale. En sport, le président du club italien de football, le Napoli, dit ne plus vouloir embaucher de nouveaux internationaux africains. Pourquoi? Élément de réponse tout à l'heure avec Yacouba Ouedraogo. Voilà pour les titres. La présidente de la Chambre des représentants américaine, Nancy Pelosi, a quitté Taïwan au terme d'une visite historique et controversée à laquelle Pékin a répondu par des menaces et des annonces des exercices militaires. On fait le point avec Jacques Aristide et ses éléments réalisés par Bill Gallo de la VOA à Séoul, en Corée du Sud. L'élu de 82 ans a salué les dignitaires sur le tarmac de l'aéroport de Songshan à Taipei avant de monter à bord d'un avion militaire américain qui a décollé à 18h, heure locale, un départ retransmis en direct par les télévisions. Le voyage de Nancy Pelosi a déclenché la colère des autorités chinoises. Pékin a déployé ce mercredi une série de sanctions commerciales contre Taïwan, de même que des manœuvres militaires près de l'île, en réaction au séjour de la présidente de la Chambre des représentants américaine. Les exercices militaires menés par l'armée chinoise dans la mer près de Taïwan constituent une mesure nécessaire et légitime pour protéger résolument la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale en réponse aux provocations majeures de certains politiciens américains et des indépendantistes taïwanais. Des analystes s'attendent à ce que ces exercices s'intensifient dans les prochains jours, faisant craindre une erreur de calcul. En ce moment, la chose la plus importante est que les deux parties signalent leur intention très soigneusement et très clairement, et c'est essentiel pour empêcher que cette situation ne dégénère en une crise plus large. Nancy Pelosi est la plus importante élue américaine à se rendre à Taipei en 25 ans. En 1997, Newt Gingrich, alors président de la Chambre des représentants américaine, avait visité Taïwan et Pékin. Il a récemment déclaré à la VOA qu'il était d'avis que le voyage de Mme Pelosi serait une irritation dans les relations américano-chinoises. Je pense que c'est à un certain niveau beaucoup de bruit pour rien. Je pense, si elle tient bon, si l'administration Biden n'agit pas timidement et presque lâchement, je pense que tout ira bien. Ce sera un bel événement. Les Taïwanais habitués aux menaces chinoises ont des sentiments mitigés. Beaucoup se disent soulagés par le soutien américain. Mais d'un autre côté, il y a un groupe de Taïwanais qui sont très méfiants quant à l'intention, du but et de l'effet de la visite. Beaucoup d'entre eux se demandent si cela va réellement accentuer la colère de la Chine, poussant la Chine à prendre des mesures plus imprudentes et déraisonnables contre Taïwan. La présidente de Taïwan, Tsai Ing-wen, a affirmé ce mercredi que l'île ne reculerait pas face à la menace de la Chine, en faisant allusion aux manœuvres militaires de Pékin près des côtes taïwanaises. Lors d'une rencontre avec Mme Tsai à Taipei, Mme Pelosi a déclaré être venue en paix dans la région, tout en assurant que les États-Unis n'abandonneraient pas l'île. Kinshasa demande le départ du porte-parole de la MONUSCO dans un bref délai, a écrit le ministre congolais des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, à la chef de la MONUSCO. Pour le chef de la diplomatie congolaise, la présence de ce fonctionnaire onusien ne favorise pas un climat de confiance mutuelle entre les institutions congolaises et la MONUSCO.
Une source gouvernementale qui n'a pas souhaité être identifiée a indiqué que les propos tenus par M. Gilman sur une chaîne française affirmant que la MONUSCO ne disposait pas de moyens militaires pour faire face au M23 sont à la base de la tension actuelle. Cette demande de départ du porte-parole de la MONUSCO intervient au moment où des manifestants s'en sont pris ces derniers jours à la mission onusienne, lui reprochant son inefficacité face aux nombreux groupes armés dans l'est du pays. L'armée burkinabé a reconnu ce mercredi la mort des civils lors de frappes aériennes contre des groupes terroristes dans l'est du Burkina Faso. Des habitants de la région parlent d'une trentaine de tués. L'état-major de l'armée burkinabé indique que ces opérations effectuées lundi dans plusieurs localités ont permis de neutraliser des dizaines de membres des groupes terroristes responsables de plusieurs exactions. Il ajoute que les frappes ont malencontreusement fait des victimes collatérales au sein des populations civiles. Les victimes, dont le nombre n'a pas été communiqué par l'état-major, se trouvaient à proximité d'un repère terroriste sur l'axe Kopienga-Pognoa, souligne un communiqué. En Guinée, 29 mineurs poursuivis pour des faits d'attroupement et de destruction de biens publics et privés ont été placés en détention provisoire. Ils font partie des personnes arrêtées dans le cadre des manifestations du 28 juillet contre la junte au pouvoir. Il s'agit exactement de 34 mineurs, dont 5 de moins de 13 ans, selon un communiqué du procureur spécial du tribunal pour enfants de Conakry, Mohamed Diawara, lu mardi soir à la télévision nationale. Ce même mardi soir, 17 autres jeunes Guinéens majeurs ont été relaxés par le tribunal de première instance de Dixine après avoir été jugés non coupables. Des dizaines d'autres sont encore détenus. Parlons politique au Kenya, où la plupart des candidats trouvent leur place en naviguant dans les couloirs du pouvoir dans l'un des grands partis établis du pays. L'activiste de la santé Umra Omar espère tracer son chemin vers le bureau par un itinéraire différent à travers la mangrove de l'archipel de Lamu. C'est un récit de Nani Talani. Umra Omar dirige l'association caritative Safari Doctors depuis 7 ans, utilisant de petits bateaux peints de couleurs vives pour faire le tour de Lamu afin de prodiguer des soins médicaux gratuits aux habitants de certains de ces villages les plus reculés. Maintenant, elle dit qu'elle ne veut pas simplement boucher des trous dans le système, elle veut le changer. Elle est donc candidate au poste de gouverneur du comté lors des élections du 9 août pour le petit parti Safina, fondé à l'origine par l'écologiste Richard Leakey. Nous avons été très chanceux d'avoir été ces 7 dernières années au service de la région. Des soins de santé à l'école, en passant par le tournoi de football que nous avons organisé. Mais nous avons fait ces activités non pas comme un signe pour essayer d'attirer les votes, mais plus comme une profession d'où nous venons. Donc cela a été un énorme avantage parce que notre programme a été presque comme se parler de soi-même à une plus petite dose. La jeune femme de 39 ans fait face à des défis importants, notamment le gouverneur sortant établi de Lamu, Yassine Toya, qui appartient au Jubilee Party du président Uhuru Kenyatta. La militante n'a pas d'infrastructure d'une grande organisation politique, mais a une campagne ciblée dans le comté de Lamu, connu à la fois pour ses maisons de vacances de plusieurs millions de dollars et ses villages pauvres. Le taux de mortalité maternelle est de 676 décès pour 100 000 naissances, contre 495 au niveau national, selon l'Institut africain des politiques de développement. Il y a 2 médecins pour 100 000 habitants, contre 21 à l'échelle nationale. Pas assez, pense Omar. Nous sommes arrivés à un stade où nous avons travaillé sur une pétition avec des groupes de femmes concernant les soins de santé. Et nous avons littéralement engagé 158 groupes de femmes à analyser les améliorations qui peuvent être apportées.
Quand cette pétition a disparu, c'était, je pense, la goutte d'eau finale où quelque chose devait être fait. Premièrement, nous avons besoin de femmes dans ces espaces qui prennent des décisions sur des questions qui affectent notre vie, nos corps, nos enfants et la prochaine génération. Le gouverneur de Lamu, Touara, n'a pas répondu aux demandes de commentaires sur la situation sanitaire. Oumra Omar soutient que ses autres priorités incluent la formation des jeunes afin qu'ils puissent travailler dans un nouveau port en construction dans le comté, le nettoyage des déchets autour de la ville de Lamu, vieille de 700 ans, un site du patrimoine mondial et la construction d'une administration diversifiée. Les habitants de Mbale, dans l'Est ougandais, ont subi d'importants dégâts après de fortes inondations qui ont fait au moins 22 morts et 10 blessés graves. 2 rivières des environs ont débordé après des pluies diluviennes, provoquant au passage des coulées de boue qui ont obligé des centaines d'habitants à quitter leur foyer. On fait le point avec Ginny Niwa. 2 rivières sont parties de leur lit après des pluies diluviennes qui ont provoqué des coulées de boue, causant des dégâts considérables et obligeant des centaines d'habitants à quitter leur foyer. L'eau a tout englouti, les ordinateurs ont été submergés par l'eau. Nous avions le matériel d'apprentissage des élèves et l'eau arrivait avec beaucoup de force. Alors nous avons simplement quitté les lieux parce que nous ne pouvions pas faire grand-chose. L'eau coulait à une très grande vitesse, tant de choses ont été perdues. 5 corps ont été récupérés dans un minibus submergé tandis que les équipes de secours cherchaient d'autres victimes potentielles autour du véhicule. De nombreuses personnes sont portées disparues. La montée des eaux a englouti des maisons, des ponts, des magasins et des routes. Nous avons dû courir pour sauver nos vies en essayant d'ouvrir la porte. Mais c'est l'eau qui est entrée à l'intérieur. Mais par la grâce de Dieu, nous avons juste réussi à nous échapper et nous avons laissé tout derrière nous. Selon le Premier ministre Robin Nabanja, qui s'est rendu sur les lieux, les sinistres auraient pu être évités si les gens n'avaient pas empiété sur les berges des rivières. Le district de Mbale, qui abrite la ville éponyme, compte plus de 500 000 habitants selon le dernier recensement de 2020, ce qui en fait l'une des zones les plus densément peuplées d'Ouganda. En rapport avec l'environnement, les responsables africains de la faune sauvage se sont réunis au Rwanda pour le tout premier congrès africain sur les aires protégées. Pour venir à bout de l'urbanisation rapide qui menace la biodiversité du continent et promouvoir la conservation de la nature, le Rwanda a restauré une zone humide dégradée dans la capitale en tant que premier écotourisme urbain et parc éducatif. C'est un reportage de Senanou Tor à Kigali. Le récit est de Thierry Kaoré. L'éco-parc du Nyandungu est le tout premier parc urbain du Rwanda, situé dans la capitale Kigali. C'est une propriété de 221 hectares composée d'une zone humide et d'une forêt. Les autorités affirment que ce parc va aider à promouvoir la conservation parmi les communautés urbaines et à éduquer les enfants sur la protection de la nature. Il s'agit d'un parc écotouristique, mais il aura aussi un aspect récréatif et éducatif. Ainsi, dans le parc, nous avons un jardin médicinal dans lequel nous avons planté des espèces d'arbres indigènes. L'idée est de vraiment s'assurer que nous régénérons également des espèces d'arbres indigènes et donc à travers cela, nous organiserons des visites avec les écoles. Le parc a ouvert ses portes au public en juillet après un processus de 6 ans pour le restaurer à partir d'une zone humide dégradée. Les responsables disent que des structures ont été construites sur la zone humide délicate et qu'elles avaient été utilisées pour le bétail et l'agriculture qui l'ont endommagée. Pour sauver la région, les autorités rwandaises affirment avoir travaillé avec les habitants pour développer un modèle qui soutient à la fois l'urbanisation et la conservation. Ce que nous avons fait lorsque nous avons développé le parc, nous nous sommes assurés que les emplois que nous avons créés et les personnes à qui nous avons confié le travail pendant les travaux en cours sont de la même communauté locale. Donc finalement, le parc n'est vraiment pas un produit du ministère de l'Environnement ou du Rwanda Green Fund.
C'est quelque chose sur lequel tout le monde a travaillé. C'est un moyen durable de développer les villes africaines tout en préservant la biodiversité africaine, selon l'Union internationale pour la conservation de la nature. L'Afrique se développe et le conflit est là entre le développement et la conservation. Beaucoup d'infrastructures se développent. Mais en fait, nous essayons ici de trouver une solution. Il n'est pas nécessaire que ce soit le développement ou la conservation. Nous disons le développement pour la conservation et la conservation pour le développement. Pour y parvenir, les responsables affirment qu'il doit y avoir un examen du montant de financement que les gouvernants africains accordent aux projets de conservation et de développement. Nous devons nous éloigner de l'ancien paradigme où les aires protégées ou la conservation de la diversité ne comptaient que sur une seule source de financement. Cette source de financement était principalement constituée de subventions de l'aide au développement à l'étranger. Nous essayons de dire qu'il faut avant tout que les gouvernements eux-mêmes allouent plus de ressources aux aires protégées parce qu'elles apportent de la valeur à l'économie. Les autorités rwandaises affirment que le modèle qui associe financement public et privé fonctionne bien et qu'elles vont continuer à l'utiliser pour restaurer d'autres sites de conservation. On en vient à cette autre actualité du jour. Le Razoni, le navire transportant la première cargaison de céréales exportée d'Ukraine depuis le début de la guerre, a été inspecté ce mercredi par une équipe composée de représentants de la Russie, de l'Ukraine, de la Turquie et de l'ONU. Il poursuit désormais son voyage vers le Liban, sa destination finale. Plus de détails avec Mohamedou Oumfa. Vêtus des gilets de sauvetage et portant des casques, les experts ont inspecté le navire pendant un peu moins d'une heure et demie. Ils étaient amenés par un amiral turc et un amiral en retraite de la marine américaine. L'inspection s'est déroulée conformément aux souhaits de la Russie qui veut s'assurer de la nature de la cargaison. Le cargo a ensuite commencé la traversée du Bosphore pour se rendre au Liban où il est déjà attendu. Nous attendons ces céréales ukrainiennes probablement dans 4 à 5 jours et nous voulons tous vous inviter. J'irai aussi à Tripoli. Le personnel de notre ambassade ira à Tripoli parce que c'est un signal très important, un très important message pour tous les Libanais. Le cargo a quitté le port ukrainien d'Odessa lundi avec 26 000 tonnes de maïs à destination de Tripoli au Liban. 16 autres bateaux chargés de céréales sont en attente de quitter ce port ukrainien sur la mer Noire qui concentrait avant la guerre 60% de l'activité portuaire du pays. Des bateaux qui pourront partir assez rapidement, espère le président ukrainien. Notre objectif est désormais la régularité. Lorsqu'un navire quitte un port, les autres doivent attendre leur tour, être chargés ou atteindre un port. L'accord signé le 22 juillet grâce à une médiation de la Turquie et sous l'égide des Nations Unies permet la reprise des envois vers les marchés mondiaux de céréales bloqués en Ukraine. Le document prévoit l'instauration de couloirs sécurisés afin de permettre la circulation en mer Noire des navires marchands et l'exportation de 20 à 25 millions de tonnes de céréales. Un accord similaire signé simultanément garantit à la Russie l'exportation de ses produits agricoles et de ses engrais malgré les sanctions occidentales. Et ici, aux États-Unis, les électeurs du Kansas dans le Midwest américain se sont prononcés mardi pour le maintien de la garantie sur l'avortement. C'était lors du premier scrutin sur l'avortement depuis que la Cour suprême des États-Unis a annulé le droit fédéral à l'IVG. Les électeurs de cet État conservateur ont rejeté un amendement qui aurait supprimé le texte garantissant le droit à l'avortement dans la Constitution de l'État. Ce scrutin a été perçu comme un test au plan national, car de nombreux États conservateurs ont déjà interdit ou comptent interdire l'interruption volontaire de grossesse. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington, D.C. sur VOA Afrique. N'allez nulle part ailleurs. L'information vous revient dans un instant.
Écoutez la VOA en Wolof au Sénégal sur FM 102, notre fréquence à Dakar, et Tchosan FM 105.8, notre station partenaire à Toubatoul. Au menu, des émissions spéciales produites par les étudiants des 3 meilleures écoles de journalisme de Dakar. Chaque jour, chaque heure, Voix des jeunes, par les jeunes et pour les jeunes, traite des faits de société, allant du chômage à la prostitution, en passant par la jalousie au sein des familles. Les mercredis, samedis et dimanches, à partir de 9h heure locale dans Pentio, nos journalistes en herbe vous donnent rendez-vous sous l'arbre à palabres pour une demi-heure de débat sur les questions brûlantes de l'heure. La VOA en Wolof, une autre facette de l'actualité au Sénégal, vue par les jeunes journalistes sénégalais. Vous suivez Le Monde aujourd'hui, un programme de VOA Afrique. Merci de nous rejoindre pour cette seconde partie. Nous émettons en direct de Washington, D.C. Le village marocain d'Inzerki est fier d'affirmer qu'il possède la plus ancienne et la plus grande ruche collective du monde. Mais au lieu de bourdonner d'activités printanières, les colonies se sont effondrées à cause d'une grave sécheresse. Suivons cela dans ce récit de Nanit Talani. L'abbaye d'Inzerki, au cœur de la réserve de biosphère de l'Arganuré, dans le sud-ouest du Maroc, est l'une des plus riches du pays. De loin, le rucher frappe par sa structure à la fois simple et complexe, construite en terre et en bois sur 5 niveaux compartimentés en cases de dimensions égales. À l'intérieur des cases sont disposées les ruches cylindriques en rosée, tressées, enveloppées de terre, mélangées à de la bouse de vache. La ruche fait la fierté des apiculteurs. La ruche Inzerki est la plus grande et la plus ancienne ruche collective au monde. Son emplacement est 100% stratégique et elle est baignée de soleil toute la journée. Elle est située au milieu de la forêt et puisque les abeilles sont à côté de la forêt, le rendement est meilleur. Malheureusement, au pied du monumental rucher d'Inzerki, le silence a remplacé le bourdonnement des abeilles. Silence synonyme d'un désastre écologique précipité par la disparition des colonies. Un phénomène observé à l'échelle nationale, provoqué par une sécheresse hors norme et le changement climatique, selon les experts. Le phénomène est appelé trouble d'effondrement des colonies. L'apiculteur Brahim Chatoui dit qu'il a perdu près d'un tiers de ses ruches en seulement 2 mois. Et il n'est pas le seul. Les années 2000 et 2021 ont été de bonnes années grâce à la pluie que nous avons eue. Les colonies d'abeilles avaient beaucoup donné. Cette année, on espère de la pluie parce que jusqu'à présent, j'ai perdu 40 ruches. Brahim Chatoui espère toutefois que la situation s'améliorera grâce aux pluies. Cette année, nous espérons avoir un peu de pluie pour préserver nos abeilles. S'il me reste 40 ruches, je ne serai pas à court. Cette année, le but n'est pas d'avoir du miel, mais de préserver la ruche et de garder mes abeilles en vie. Les apiculteurs du royaume chérifien se battent pour préserver leurs abeilles, car elles sont très particulières, avec une remarquable capacité d'adaptation au climat. Ici, on a l'abeille du désert qui donne une très bonne production car elle a une trompe plus longue que les autres abeilles, ce qui lui permet d'atteindre le nectar plus facilement. C'est une chose que manque l'abeille noire. En plus, l'abeille du désert s'adapte au changement climatique. Considéré comme le plus ancien et le plus grand rucher collectif traditionnel au monde, selon les spécialistes, ce site datant de 1850 n'est pas le seul frappé par la mortalité des hyménoptères. D'autres régions marocaines sont touchées. Le pays comptait 910 000 ruches exploitées par 36 apiculteurs recensés en 2019, contre un peu moins de 570 000 en 2009, selon les statistiques officielles. Cette année, l'ampleur des disparitions d'abeilles est telle que le gouvernement a débloqué une aide aux apiculteurs de plus de 12 millions d'euros, toujours pas déployée selon M. Choudani, et a lancé une vaste enquête sur la catastrophe. Et quelqu'un qui aime bien le miel des abeilles, c'est Yacouba Ouedraogo. Nous ouvrons à présent notre page sportive hebdomadaire et nous retrouvons donc Yacouba. Yacouba, bonsoir. Naples ne veut plus recruter d'internationaux africains et la Coupe d'Afrique des Nations y est pour quelque chose. Bonsoir John, bonsoir à tous. J'aime bien le miel, mais pas les abeilles. Effectivement,
Le club italien dit ne plus vouloir embaucher de nouveaux joueurs africains, sauf s'il s'engage à ne pas disputer la Coupe d'Afrique des Nations, compétition, vous le savez, généralement organisée en cours de saison. C'est ce qu'a fait savoir le président du Napoli, Aurelio De Laurentiis, lors de la dernière CAN. Souvenez-vous, en janvier et février, le Napoli a été privé de plusieurs joueurs majeurs de son effectif, dont son défenseur sénégalais, Kalidou Koulibaly, parti cet été à Chelsea, et son milieu camerounais, Franck Zambo Anguissa. Cette déclaration du patron de Naples a suscité la réaction, comme il fallait s'y attendre, de son ancien joueur Kalidou Koulibaly. Le capitaine sénégalais a déclaré que les nations africaines méritent plus de respect, insistant que personne ne peut l'empêcher de jouer au football pour son pays. Les clubs employeurs des joueurs ont l'obligation de laisser leurs internationaux rejoindre leur sélection lors des périodes internationales régies par la FIFA. Et puis en Angleterre, les joueurs de Premier League ne mettront plus un genou à terre avant chaque match. C'est ce qu'ont décidé les capitaines des clubs du championnat anglais. Ils précisent toutefois qu'ils ont décidé de sélectionner des moments significatifs pour mettre un genou à terre au cours de la saison afin de souligner leur unité contre toutes les formes de racisme. Ce sera désormais lors des matchs à l'ouverture ou à la fin de la saison ou encore avant des rencontres dans le cadre de la campagne. Pas de place pour le racisme. Les joueurs de Premier League avaient pris l'habitude de mettre systématiquement un genou à terre avant les rencontres depuis que George Floyd, un homme noir, a été tué, vous vous rappelez, par un policier blanc ici aux États-Unis. C'était en 2020. Voilà. Et pour les 100 ans de la Coupe du monde de football, 4 pays sud-américains veulent le retour de la compétition sur la terre qu'il a vu naître. L'Uruguay, l'Argentine, le Chili et le Paraguay sont officiellement candidats communs à l'organisation du Mondial 2030. Ils l'ont annoncé hier mardi à Montevideo, capitale de l'Uruguay. Suivez. C'est dans ce stade de Centenario de Montevideo qu'a eu lieu en 1930 la première édition de la Coupe du Monde. C'est dans cette même enceinte mythique de la capitale uruguayenne que les responsables des fédérations de l'Uruguay, l'Argentine, le Chili et le Paraguay ont officialisé leur candidature commune à l'organisation de la Coupe du Monde 2030. C'est tout un symbole car ce mondial marquera le centenaire de la compétition. Ce serait juste que nous organisions la Coupe du Monde 2030, le jubilé, la célébration des 100 ans à l'endroit où tout a commencé, où ils ont eu le cran, la bravoure, le courage, l'intelligence et l'effort pour commencer les choses. Le projet sera articulé autour de 14 stades car en 2030, comme à partir de 2026, le nombre de participants sera porté à 48 équipes contre 32 habituellement. Pour le président de la Confédération sud-américaine de football, une organisation conjointe permet de réduire le niveau d'investissement requis. Il qualifie cette co-organisation voulue de candidature continentale. Ce n'est pas un projet des présidents qui sont ici, ni de la CONMEBOL ou des gouvernements. C'est un projet qui doit nous unir tous, l'Uruguay et le reste du continent sud-américain, dans cet objectif qui doit devenir une réalité. Ce pourrait être la 6e édition du mondial disputé en Amérique du Sud. Mais l'Espagne et le Portugal sont de sérieux prétendants pour 2030 et ont déjà annoncé depuis un an leur candidature commune. La FIFA doit désigner le ou les pays hôtes en 2024. Voilà, c'est tout pour cette rubrique sportive. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Merci Yacouba. Le Monde aujourd'hui, fin de cette édition. Au nom de toute l'équipe, je vous dis merci de l'avoir suivi. Demain est un autre jour. D'ici là, passez une excellente soirée.